Merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour cette voie libre exceptionnelle. D'abord par sa longueur, 1h15, et par son contenu, puisque entièrement consacré au 3e secteur de la ville de Marseille. Le 3e secteur, ce sont les 4e et 5e arrondissements de la cité phocéenne, et c'est sûrement ici que va se jouer l'élection du maire, un secteur clé, un swing secteur de 5 km² et de 94 000 habitants. Sur notre plateau, 4 candidats, 4 têtes de liste. Marie-Arlette Carlotti, bonjour. Bonjour. Pour le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, soutien évidemment de Patrick Mennucci, merci à vous d'être là. Bruno Gilles, pour l'UMP UDI, soutien du maire candidat Jean-Claude Gaudin. Jean-Pierre Baumann pour le Front National. Rassemblement Bleu Marine, soutien de Monsieur Ravier. Merci à vous d'être sur notre plateau. Et enfin, Isabelle Pasquet pour le Front de Gauche. Et vous soutenez Monsieur Coppola. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de débattre sur notre plateau. Vous serez interrogé dans un instant par Olivier Mazerolle, le directeur de la rédaction de La Provence, et par Jean-Laurent Bernard, rédacteur en chef de France Bleu Provence. Les thèmes que nous avons sélectionnés et que nous vous avons donc communiqués sont le climat de la campagne, l'emploi et la fiscalité, la propreté et enfin la sécurité. Mais débutons cette émission avec le sondage Ipsos Steria pour France 3 Provence-Alpes La Provence. Vous voyez les résultats qui apparaissent sur votre écran. Au premier tour, Bruno Gilles est en tête avec 37% des voix, suivi de Marie-Arlette Carlotti, 31%. Monsieur Baumann, 3e avec 17%. Isabelle Pasquet, vous obtenez 11% des voix. Et enfin, Michel Rubirola, qui soutient Pape Diouf, 4%. Au deuxième tour, égalité parfaite entre Marie-Arlette Carlotti et Bruno Gilles, 42% des voix. Monsieur Baumann, vous êtes 3e avec 16%. Oh, je vais gagner. Pardon ? C'est faux, je vais gagner. C'est faux, vous allez gagner. Donc, contestez les résultats de ce sondage. On va en parler dans un instant, Monsieur Baumann. Marie-Arlette Carlotti, quand on regarde le report des voix, et ce chiffre-là est particulièrement intéressant. On s'aperçoit que les électeurs du Front de Gauche vous suivent à 59% à peine et que 41% ont décidé de ne pas aller voter, de rester chez eux ou d'aller à la pêche. C'est la sanction de votre appartenance au gouvernement de François Hollande, à votre avis, de la part des électeurs du Front de Gauche ? Mais ce sondage montre que je suis en capacité de battre le maire sortant qui est en place depuis 20 ans. Donc ça ne s'appelle pas vraiment une sanction déjà. 42. Je suis en mesure de le battre, j'ai dit. Donc j'ai été un peu plus prudente que M. Baumann. Et donc je trouve qu'effectivement, c'est là que va se jouer l'avenir de Marseille. Et donc ça veut dire que Marseille peut changer de cap dans quelques semaines. Donc moi, je trouve que j'ai encore du terrain à gagner. Et puis j'espère que le rassemblement se fera. Vous savez, la politique, elle n'est pas statique. Un sondage sur c'est pas suffisant. Ça se crée dans le mouvement et dans la dynamique. On a tellement de choses ensemble avec le reste de la gauche. 41% qui décident de ne pas voter pour vous, 41% des électeurs du Front de Gauche qui décident de ne pas aller voter tout court au deuxième tour de cette élection municipale dans ce secteur-là. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce que, à votre avis, c'est une sanction de votre appartenance au gouvernement ? On sait que le Front de Gauche a pris ses distances avec l'exécutif. Je réponds complètement à votre question. On est en campagne, on est dans un premier tour, on se respecte, on monte une campagne en parallèle, dans le respect effectivement, et au second tour, j'espère que le rassemblement se fera. Je le souhaite. Et il se fera sur des valeurs, parce que nous avons des valeurs communes. Alors justement, Isabelle Pasquet, 41% qui ont voté pour vous donc au premier tour, qui ont décidé, je le rappelle parce que c'est important, de ne pas se déplacer au deuxième. Vous allez inciter ces gens-là à voter pour Marie-Arlette Carlotti au deuxième tour. Vous allez aller les chercher les uns après les autres ? Mais moi, je crois que ces gens-là, il faut déjà aller les chercher dès le premier tour. Parce qu'il y a, votre sondage montre aussi qu'il y a un taux d'abstention potentiel assez... Oui, 63-64% de participation. Voilà, qui est pour une élection faible. locale, c'est un taux de participation plutôt faible. Donc je crois qu'il y a déjà là un potentiel important. Et puis après, pour le second tour, moi, effectivement, je crois qu'il y a un peu de défiance vis-à-vis du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Mais je mets en garde les électeurs que si on veut battre la droite, il va falloir se mobiliser autant au premier tour qu'au deuxième. Isabelle Pasquet, vous savez que vous avez la clé
pour une éventuelle victoire de la gauche. Oui, je crois que nous avons une des clés qui, certes, n'est pas négligeable. Le résultat montre que nous faisons à peu près un quart des voix de la gauche. Je pense que ça montre qu'il y a une vraie diversité. Il faut qu'elle s'exprime et il faut qu'elle soit présente et concrète au deuxième tour. Alors, très clairement, hein, si vous faites 11%, hein, si on suit, encore une fois, on va faire un petit peu de politique fiction, ce sondage, vous avez la possibilité de vous maintenir au deuxième tour, ce que vous ne ferez pas. Je pense que notre objectif... franchissez la barre des 10%. La question, on l'évoquera, mais je crois que l'objectif, s'il faut l'évoquer, on l'évoquera. Je veux dire, il n'y a rien ne doit être exclu. Ceci dit, notre objectif, c'est avant tout de battre la droite. Très bien. Et on prendra tous les... Bruno Gilles, par rapport à ce report de voix, pas de réserve de voix pour vous, à part celle que vous pouvez éventuellement prendre au Front National. Vous allez effectivement aller sur ce terrain-là ? Écoutez, d'abord, permettez-moi d'exprimer ma joie parce qu'il y a 3 mois, le premier sondage dans les 4e et 5e arrondissements qui était fait et publié par Libération, j'avais 12 points de retard en triangulaire. Bon, je me retrouve 4 sondages plus tard à égalité. Vous faites pas la différence, hein, c'est chaque fois vous êtes soit un point derrière, soit effectivement... Écoutez, il vaut mieux être à égalité qu'avoir 12 points de retard en triangulaire. Donc moi, laissez-moi quand même avoir cette satisfaction, tout de même, dans cette campagne électorale, de dire qu'en moins de 3 mois, nous avons réduit l'écart à néant. Donc c'est plutôt intéressant et ça permet, M. Bézère, d'accepter de continuer à faire campagne dans un climat serein. Mais vous savez, le meilleur sondage, c'est le résultat électoral de dimanche. Mais je vais répondre à votre question, parce qu'on a l'air de présenter ces sondages comme si c'était sorti des urnes. En 2008, il y a eu 3 sondages 15 jours avant le premier tour. 3 sondages qui donnaient perdant Renaud Muselier et moi face à Jean-Noël Guérini. À l'époque, Mme Carlotti s'en souvient, puisqu'elle était sa porte-parole, où on était perdant au premier tour, perdant au deuxième tour. Et finalement, nous avons été devant au premier et devant au deuxième tour. Maintenant, je réponds à votre question. Moi, bien évidemment, que je rencontre tous les jours dans les visites de quartier des électeurs du Front National. Et je leur explique fortement que voter pour le Front National, c'est voter pour Patrick Mennucci et Mme Carlotti. Chaque voix qui se portera sur le Front National est une voix qui ne nous permettra pas d'être gagnants au deuxième tour. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est la seule issue aujourd'hui pour la gauche, un Front National fort. Il y a quelques semaines, c'était même la tête de liste du 11-12, M. Christophe Mas, qui déclarait « Nous ne pouvons gagner que si le Front National est fort ». Donc c'est le terreau de la victoire de la gauche qui va l'arroser régulièrement. Carlotti, un mot, et puis évidemment, je vous donne la parole juste après, M. Baumann. Non, mais vous aurez la parole, vous inquiétez pas, M. Baumann. Un mot sur quoi, M. Bézère? Bruno Gilles. Sur ce que vient de dire Bruno Gilles, il a du mal à se maintenir, alors que ça fait 20 ans qu'il est à la tête de la mairie. Donc il est content, tant mieux. Donc, moi, je fais ma campagne. Je souhaite réellement qu'il y ait un sursaut dans ce secteur, parce que je veux un sursaut pour Marseille. Et comme l'a dit ma collègue Pasquet, nous verrons. La mobilisation, elle se fait en ce moment et on la continuera ensemble. Monsieur Baumann, vous avez évoqué avant-hier dans notre journal une main tendue, très clairement, à Bruno Gilles, une négociation à huis clos, sans journaliste. Je vous cite, vous rajoutez même, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça s'est déjà passé comme ça? C'est-à-dire des petites négociations entre... Alors, monsieur candidat, je vais d'abord commencer. Non, mais je vous cite. Je vais d'abord commencer par Est-ce que ça se passe comme ça, monsieur? Oui, monsieur. Je vais commencer par réagir sur ce qui a été dit précédemment et je terminerai, bien entendu, par votre question. S'il vous plaît. En ce qui concerne les sondages, je suis d'accord avec monsieur Bruno Gilles. Effectivement, il y a souvent des sondages préélectoraux qui sont contredits par la réalité des votes. Moi, je citerai simplement celui qui me concerne pour les élections législatives, où une semaine avant les élections, on disait Baumann 13% et Baumann a fait 17%. Ouais. Je citerai également le sondage qui a précédé l'élection présidentielle. Bon, oui, non, mais on sait qu'il y a des marges d'erreur. Et puis on précise bien qu'il s'agit de sondage. Il y a une marge d'erreur de 4 ou plus. Non, mais monsieur, c'est pas la peine de m'imiter. 4 plus ou moins. Si je peux pas m'expliquer. 4 plus ou moins. Voilà. Comment ? 4 points, plus ou moins. Je vous dis tout simplement, Marine Le Pen était placée derrière Mélenchon. Or, elle a fait le double. Alors je vous dis, moi, vos sondages, je m'y assois dessus. C'est pas vrai. Bon. Moi, je vous dis, les sondages, je les fais moi-même toute l'année. Ça fait plus d'1 an que je suis sur le terrain, que je rencontre les gens.
Hein, et je peux vous dire que sur 10 personnes que je rencontre, il y en a 3 qui me disent je vote pas, c'est les abstentionnistes, et sur les 7 autres, monsieur, sur les 7 autres, il y en a 2 ou 3 qui me disent je vote pour. Monsieur, je suis expert comptable et j'ai l'habitude de faire les estimations. Alors, et les estimations, quand vous faites 2 à 3 personnes sur 7, ça représente 28 à 34%. Alors, main tendue à Bruno Gilles. Du chiffre que vous avez indiqué tout à l'heure. C'est juste un sondage, hein, monsieur Baumann. Voilà. C'est juste un sondage. Hein. Oui, c'est une marge d'erreur de. Oui, mais monsieur, ça peut influencer les électeurs. Et ça, c'est malhonnête. Bon. Et je m'élève contre. Non, on n'est pas malhonnête. Je réponds à monsieur Gilles. Je vous garantis qu'on n'est pas malhonnête. Est-ce que c'est une main tendue à monsieur Gilles et est-ce que les négociations se font dans des cabinets feutrés? Monsieur, excusez-moi, je suis invité, je réponds. Non, je vous pose une question. Je voudrais que vous répondiez à ma question, monsieur Baumann. Non, ne me laissez pas parler. Ah ben non. Monsieur, je réponds à monsieur Gilles. Quand il dit voter Front National, c'est voter pour Menucci. Je réponds simplement ceci. En 2013, il y a eu 3 élections partielles. Pour chacune de ces 3 élections, il y avait la présence du Front National. Et la présence du Front National a permis d'éliminer la gauche au premier tour. Et de gagner à Brignoles. Depuis, il n'y a pas de parlementaire, contrairement à ce qui a été dit. Est-ce que ça se négocie comme ça, sans journaliste? Est-ce que ça se passe comme ça? Répondez-moi rapidement. Alors, je vais vous dire, monsieur Bézère, un monsieur de chez vous m'interviewe et me dit, il y a monsieur Bruno Gilles qui vous tend la main. Qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur Gilles. C'est comme ça que ça s'est passé ici hier après-midi. Bon, très bien. Bon. Alors, je réponds, je termine. J'ai répondu. Monsieur, effectivement, je suis un homme poli. Quand on me tend la main, je serre la main à tout le monde. Très bien. À toutes les dames. Allez, le 3e secteur de la ville de Marseille. Qui m'a cru entendre dire. On vous le donnera, Bruno Gilles. Merci, on vous donnera le nom de ce journaliste. Le 3e secteur de Marseille, secteur clé donc de cette élection. On l'a souvent répété. Le secteur aussi des petites phrases et on en a eu un petit aperçu là depuis le début de cette émission aussi. Sûrement donc le territoire le plus animé, indiscutablement, de cette campagne qui a quand même du mal à démarrer. Et justement, pour évoquer le climat de cette élection, j'appelle Olivier Mazerolle, qui est le directeur de la rédaction de La Provence. Olivier, vous êtes ici, à ma droite. Bonjour tout le monde. Ils sont à vous, Olivier. Bonjour. Je vais me tourner vers vous, Madame Carlotti, tout d'abord, parce que l'autre jour, vous avez fait refleurir un adjectif qui est celui du clientélisme, en accusant Monsieur Bruno Gilles. Sur quelle base vous fondez-vous pour dire ceci? Eh bien, j'ai repris tout simplement les propres propos de monsieur Bruno Gilles qui, dans un élan de transparence assez rafraîchissante, dans Le Monde avait dit qu'il captait 500 emplois pour ses amis de l'UMP et qu'il comprenait, c'est entre guillemets, et qu'il comprenait, mais oui, monsieur, et qu'il comprenait effectivement qu'on puisse renvoyer l'ascenseur à force ouvrière municipaux. Donc, ça s'appelle vraiment du clientélisme. Je demande à M. Gilles combien il capte également de logements sociaux pour ses amis, combien il capte de places en crèche pour ses amis. Ça, c'est du clientélisme. Et M. Gilles et M. Guérini, ce sont des frères jumeaux dans ce domaine. J'ai donc attaqué M. Guérini sur le clientélisme. Vous permettez que j'attaque aussi mes adversaires politiques. Et vous permettez que M. Gilles vous réponde, évidemment. Il est là, l'article du Monde. Tiens, en parlant de frères siamois, j'espère l'avoir. Ça, c'est frères et sœurs. Comme Mme Carlotti remonte à un article du Monde du Moyen-Âge, moi je me permets de rappeler qu'en 2008, elle était la porte-parole de Jean-Noël Guérini, avec un petit mot d'ailleurs écrit de sa main. Mme Carlotti vous a rappelé, vous disiez tout le plus grand bien de M. Guérini. Et aujourd'hui, vous savez, c'est vos propres amis, tous ceux qui sont en train de déserter le bateau des 1er et 7e arrondissements. M. Lorenzi, M. Edari, Morgan Turc, des adjoints très proches de votre tête de liste, Patrick Menucci, qui aujourd'hui l'interrogent sur un système clanique. Alors, expliquez-moi ce que c'est un système clanique. Est-ce un système clanique quand vous nous annoncez déjà que votre second, qui est payé par nos impôts, qui est votre collaborateur au ministère, adjoint dans la mairie des 13e et 14e arrondissements aujourd'hui, sera le futur maire de Marseille? Est-ce que c'est un système clanique lorsqu'un autre chargé de mission, conseiller municipal à Lambesc, est aussi sur votre liste? Est-ce qu'un système clanique, Madame la Ministre, quand des proches de vous
payés par nos impôts sont tous candidats. Alors, Monsieur Gilles, la liste est longue. Permettez que Madame Carlotti vous réponde. Madame Carlotti n'a pas vous le monopole de la morale. Vous direz un mot derrière. Alors, allez-y. plusieurs questions. Quelle richesse dans ce... La première, c'est que je n'ai pas de leçon à recevoir concernant la position que j'ai eue à l'égard de Jean-Noël Guérini. La position est claire. Je l'ai toujours assumée. Mais par contre, j'aimerais que vous disiez, vous, si vous souhaitez que ce monsieur démissionne de la présidence du Conseil général au regard de ses attitudes. J'aimerais aussi vous dire que les amis de Jean-Noël Guérini font campagne contre moi dans ce secteur auprès de monsieur Bruno Gilles. Quant à mes collaborateurs, comme il appelle mes collaborateurs, ce sont d'abord, pour l'un d'entre eux, c'est un élu de secteur, il siège à vos côtés, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez, vous, beaucoup de collaborateurs de la mairie qui, comme lui, a démissionné du ministère. Et oui, monsieur. Et tout. Depuis quand? Depuis que la campagne a commencé. Et j'aimerais bien savoir si vos amis qui font campagne avec vous de votre mairie de secteur sont capables de faire d'eux-mêmes. Voilà, donc je ne sais plus quelle était l'autre question de monsieur Gilles. Ah oui, maire, c'est ça? Alors, j'assumerai mes responsabilités comme je l'ai toujours fait, monsieur Mazerolle. Sauf que je suis aujourd'hui ministre et que ce n'est pas un choix personnel, on vous le propose. Vous choisirez entre ministre et maire? On ne choisit pas ministre, monsieur Mazerolle. On vous le propose, vous le prenez avec fierté, un peu d'humilité, mais quand même une sacrée fierté de servir la République. Donc, maire, je suis ministre, je resterai ministre tant que le président de la République le décidera. Et effectivement, comme j'ai fait un ticket de génération, pendant que je serai ministre, c'est quelqu'un d'autre qui assumera la une dernière. fonction. Attendez. Excusez, je n'ai pas terminé. Oui. Quand je ne serai pas ministre, j'assumerai les fonctions de maire. Très bien. Une dernière réponse sur ce sujet, parce qu'on va passer à un autre thème. Oui, on va passer aux autres candidats. Madame la ministre Carlotti ne répond pas aux accusations de système clanique qu'ont proféré quand même beaucoup d'adjoints dans la mairie des 1er et 7e arrondissements. Donc je veux dire, quelle est la différence entre le clientélisme et le clanisme? Il y a eu des accusations très graves portées envers votre tête de liste, Madame Carlotti. Et donc vous ne répondez pas à cette question. Ces accusations restent sans réponse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes abandonné par des élus de cette mairie de secteur. De clanisme, de quoi vous parlez? Et regardez, dernière chose. Allez, dernière chose, après on passe aux deux autres le seul élu représentatif des 4e et 5e arrondissements à gauche, c'est-à-dire le député Avi Assouli, n'est même pas à vos côtés. Votre propre député suppléant, vous l'avez envoyé où il est parti de lui-même dans les 13e et 14e arrondissements, dans les 9e et 10e arrondissements plutôt, pour ne pas faire campagne à vos côtés. Bien. Donc est-ce que vous qui décidez qui est représentatif et qui allez, le député, on va passer à autre chose parce qu'il y a deux autres candidats qui sont présents. Madame Pasquier, je voudrais savoir quelle est l'homogénéité de votre électorat dans la mesure où vous dites qu'il faut battre la droite, je vous ai entendu tout à l'heure, mais Jean-Luc Mélenchon dit attendez, la gauche qui est au pouvoir actuel, c'est pas la gauche, c'est une trahison. C'est une trahison. Les propos de Mélenchon n'appartiennent qu'à lui. Oui, mais vous représentez à gauche, le front de gauche, dont il fait partie. Avec le front de gauche sur Marseille, nous avons fait un choix de nous rassembler et de faire des listes différentes. Nous avons fait le choix de se différencier du Parti socialiste pour cette élection-là. C'est le choix des Marseillais, du Front de gauche marseillais. Je crois que dans chaque commune, le Front de gauche a la réponse pour ce qui est de rassembler la gauche et battre la droite. Quand Jean-Luc Mélenchon râle, parce qu'il dit les communistes, c'est toujours pareil, ils font semblant, mais après, ils se rallient parce qu'ils vont à la soupe au poste. Non, il n'est pas question de trahison de quelque sorte que ce soit. Il s'agit de se rassembler, de trouver la meilleure forme de rassemblement pour battre la droite. Je sais que vous faites référence à ce qui se passe à Paris. Vous rallierez. À Paris, il y a eu une réponse qui a été Qu'est-ce que vous demanderez à Mme Carlotti pour aller sur ces listes? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce que vous demanderez? Je pense que nous avons des valeurs de gauche communes. Par exemple, je pense que sur la mise en accessibilité sur la ville de Marseille, nous avons un certain nombre de réponses communes que nous pouvons apporter, alors qu'il y a un retard considérable qui est connu sur cette ville. Monsieur Baumann, je vais vous poser une question parce que j'entends souvent votre chef de file, Monsieur Ravier, dire qu'il est FN canal historique, c'est-à-dire qu'il préfère Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen. Vous êtes de quel côté, vous? Moi, je suis du côté du Front National. Et j'aime aussi bien Marine Le Pen que Jean-Marie.
Bon, c'est possible. C'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Ah ben, vous ne comprenez pas ma question. J'entends votre chef de file dire « je fais la distinction ». Oui, mais d'accord, il fait la distinction. Alors moi, je ne fais aucune distinction. Moi, il a tort. Je suis adhérent du Front National depuis 1985 et j'aime autant Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen. Mais vous ne voyez pas de distinction entre les deux? Je ne vois pas de distinction. Il n'y a pas une façon de s'exprimer différente? C'est pas le même sexe et c'est pas le même âge. Non, il n'y a pas une façon de s'exprimer qui est différente, les références qui sont différentes? Non, oui, si, il y a une différence dans le comportement ou dans le discours plutôt, puisque dans le comportement un peu aussi, certainement, puisque bon, je l'ai dit. Il est évident que Marine Le Pen a comme objectif le rassemblement bleu-marine, qui a vocation de ratisser plus large que le Front National historique, et ce à quoi j'adhère parfaitement. Alors, simplement, au niveau municipal, à quoi ça sert de voter Front National? Parce que le maire, il est là pour appliquer les lois qui ne sont pas décidées au niveau municipal, mais au niveau national. Et on a vu dans les élections précédentes où le Front National avait emporté, d'ailleurs, Marine Le Pen dit elle-même, les Maigret, ils avaient commis l'erreur de croire qu'on pouvait appliquer les règles du Front National au niveau municipal. Alors, ça sert à quoi de voter FN? Alors, je vais vous répondre là-dessus. Vous citez Maigret. Maigret, c'était un cheval de Troie. C'est-à-dire que c'était un homme très intelligent, qui aurait pu faire beaucoup de choses, mais comme il venait de l'extérieur, Toulon, alors, parlons de Toulon, c'est pareil. Maintenant, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, quand nous serons à la mairie, nous aurons la possibilité d'apporter des réponses, des petites réponses, mais qui seront importantes pour le bien-être de chacun, à savoir, d'abord, on va multiplier par 3 le nombre de policiers. On y reviendra, M. Baumann, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça. Juste un exemple, d'accord. Ça va servir à rien qu'on soit élu. Si, ça va servir, parce que quand on sera élu, eh bien, effectivement, on mettra en place, on triplera la police, qui sera disons, formés et équipés. Oui, vous voyez, ça c'est dans notre possibilité, et ça sera pour le bien-être des Marseillais. Allez, alors, un petit peu plus de 13%, hein, et dans certains quartiers, évidemment, malheureusement, beaucoup plus. Hein, le taux de chômage est à Marseille au-dessus de la moyenne nationale. L'emploi, Olivier, est une priorité pour au moins 2 candidats. Oui, alors, l'emploi, même, je pense, c'est une priorité pour l'ensemble des Marseillais, à vrai dire. Et par conséquent, j'ai envie de vous demander, Monsieur Bruno Gilles, en quoi la reconduction de Jean-Claude Gaudin, et de vous, donc, par la même occasion, améliorerait-elle la situation de l'emploi à Marseille par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'elle l'a déjà améliorée et que nous avons prouvé par des actes forts, par des décisions du conseil municipal et surtout par des réalisations, que nous pouvons avoir une influence sur l'emploi et sur l'économie localement. Vous le disiez vous-même, aujourd'hui le chômage est à peu près à 13% à Marseille. Il était à près de 21 en 1995 lorsque nous sommes arrivés. Regardez le bilan de cette année 2013. Au-delà du nombre de visiteurs, au-delà du nombre de croisiéristes, je me permets de vous rappeler que lorsque nous avons été élus en 1995, il y avait moins de 40 000 croisiéristes qui venaient à Marseille. Aujourd'hui, on en est à 1 200 000. Tout ça, ça a rapporté cette année 2013 1,4 milliard d'euros dans les caisses de l'économie locale. Est-ce que vous n'êtes pas un peu monomaniaque sur le tourisme? Pas monomaniaque, mais en tout cas, c'est un virage qu'avait pas spécialement pris la ville de Marseille. Et nous l'avons pris grâce à cette année 2013. Et d'autres exemples où là, le candidat actuel du Parti Socialiste, Patrick Mennucci, a voté contre. Je ne vous rappellerai pas les terrasses du port. Non, mais abstenu, M. Gilles. Il n'a pas voté contre. Donc, il n'a pas voté pour. Il n'a pas voté pour. Oui, mais c'est quand même... il s'est abstenu sur 2000 emplois et 440 millions d'euros d'investissement. Donc s'abstenir sur un tel dossier, c'est quand même assez hallucinant. Vous évoquez 100 000 emplois. Enfin, c'est le maire de Marseille dans son programme qui évoque 100 000 emplois en 20 ans, avec une réserve quand même. Hein. Si la croissance revient. Or, sur ce point, les prévisions sont pessimistes. Tout le monde le sait. Et vous le savez, vous aussi, que les objectifs, enfin en tout cas cet objectif-là, ne pourra jamais être réalisé. Alors pourquoi annoncer des chiffres? Et on posera la même question tout à l'heure à Marialette Carlotti, avec les 50 000 emplois annoncés par Patrick Mennucci. Dans les 100 000 emplois, je crois que les 100 000 emplois, d'ailleurs, ils ne sont pas donnés sur la ville de Marseille, bien évidemment, ils sont donnés au niveau de l'aire métropolitaine, ce qui est quand même une grosse différence, parce que ça ne vous aura pas échappé que si Marseille reste... La question reste la même. La question reste la même. En tout cas, ne la présentez pas, comme Jean-Claude Gaudin a dit dans sa campagne municipale, qu'il allait créer 100 000 emplois sur la seule ville de Marseille. C'est sur la métropole, sur d'ailleurs la future métropole, puisque tous les raisonnements économiques et tous les raisonnements sur l'emploi doivent se faire au niveau
niveau de l'aire métropolitaine. Donc sur l'aire métropolitaine, et je me permets de vous rappeler que si la métropole a été votée, c'est bien grâce à l'aide de Jean-Claude Gaudin au Sénat. Sur l'aire métropolitaine, oui, nous pouvons avoir des ambitions. Nous pouvons avoir des ambitions pour que les zones riches de l'aire métropolitaine nous aident à créer aussi de l'emploi à Marseille, avec plusieurs propositions dont on pourra parler tout à l'heure. Madame Carlotti, Patrick Mennucci, lui dit 50 000 emplois en 2 mandatures, c'est-à-dire en 12 ans. Hein, c'est ça? Oui. Bon, comment? Alors, d'abord, je voulais vous dire, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, il y a 12 000 jeunes à Marseille inscrits à Pôle emploi. Il y a un taux de pauvreté qui est le double de la France. Il y a véritablement une ville qui se déchire. Et si on a des points communs avec Madame Pasquet, c'est bien ces combats-là. Donc on les cherche, c'est pas la peine de les chercher longtemps. Nous sommes 2 partis différents, mais ce combat-là, c'est le nôtre. Et travailler pour l'emploi, c'est important pour nous à Marseille. Mais comment on les fait? On ne va pas continuer. On les crée où, les emplois? On ne va pas, laissez-moi finir, on ne va pas continuer à faire de l'économie marseillaise en faisant de la spéculation immobilière, en créant ici ou là un grand centre commercial, ou en parlant des touristes qui sont dans leur bateau et qu'on n'est même pas capable de tirer dans la ville pour qu'ils puissent dépenser leur argent. D'où viennent les 1,4 milliard d'euros, madame Donc la vous ministre, savez, monsieur Mastrol, tous les maires qui ont réussi, tous les maires qui ont porté leur ville et leur métropole dans une période de crise où j'espère qu'on voit le bout du tunnel. Dans cette période-là, tous les maires qui ont réussi, ce sont des maires qui ont porté leur ville, qui ont créé du dynamisme. C'est Bordeaux, c'est Lille, c'est Lyon, c'est même Nice qui aujourd'hui, une entreprise s'interroge entre Marseille et Nice. Vous êtes très équilibré entre la gauche et la droite. Absolument, pour vous montrer que la volonté d'un maire aujourd'hui, celui qui préside une grande métropole, il joue un rôle clé dans le développement économique, non seulement de sa région, de sa ville, de sa métropole, mais dans le développement économique de la France. Donc il faut créer des emplois privés. Mais comment on fait? D'abord, on a des vecteurs, monsieur Mastrol, on a des vecteurs de richesse déjà. On a un secteur de santé extrêmement important, continuons à le porter. On a une université qui est remarquée dans la France entière, continuons à le porter. On a un port. Le port de Marseille peut encore créer des emplois. Avec la forme 10, laissez-moi dire aussi que grâce également à ce que nous faisons, puisque nous venons de passer la commande des 4 bateaux pour la SNCM. Deux et deux. Ah, deux. Pour l'instant, et puis 2. Mais vous savez que les promesses... Voilà un combat que nous avons encore ensemble. Pour l'instant, c'est aussi. Alors attendez. Madame Pasquier, monsieur Gilles, vous reviendrez dans un instant. Madame Pasquier, le port, effectivement, il est au cœur du programme de monsieur Coppola, hein, votre chef de file. Vous croyez vraiment, quand je dis le port, je parle de la partie portuaire qui se trouve sur le périmètre de la ville de Marseille. Hein, je n'inclus pas Fos. Quel avenir le voyez-vous? Il y a, Madame Carlotti le disait, ou tentait de le dire à l'instant, je crois que le port de Marseille, deuxième ville de France, doit être véritablement incontournable dans l'échange, et notamment de marchandises. Mais les bassins qui sont à Marseille même, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les bassins, ils peuvent servir à développer, continuer de développer la réparation navale, mais aussi il y a un marché qui est en train de s'ouvrir sur la déconstruction navale. Là, il y a un marché pour Marseille très important et je pense que la prochaine municipalité, elle a tout intérêt. L'exemple de la Ciotat. Exactement, mais pas que, en France. Et je pense que là, Marseille a l'outillage et tout ce qu'il faut et les compétences, les salariés formés pour pouvoir faire cette déconstruction navale. Monsieur Baumann, sur l'économie, le FN, on ne sait pas trop. Alors vous créez comment des emplois à Marseille? D'abord, je voudrais quand même rappeler que Marseille était le premier port de la Méditerranée. Il vient de laisser sa place à Algérie-Zeras. Bon, d'accord. Mais ça, c'est un constat. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, mais très bien. Mais attendez, tout le monde sait que là, on a reculé. Tout le monde sait que le port de Marseille a décliné. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été dit. L'accord est total sur ce plan. Qu'est-ce que vous faites pour créer l'emploi? Alors, créer l'emploi, je dirais tout simplement, d'abord, dans un tout premier temps, aujourd'hui, le centre de Marseille est obsolète. Et l'activité commerciale est en chute libre. On voit de partout des magasins qui se ferment, avec des rideaux fermés, et quand quelquefois ils s'ouvrent, ce sont des kebabs. Alors comment on rouvre les magasins? Comment on fait? Aujourd'hui, si les magasins ferment, c'est que l'activité est insuffisante. Aujourd'hui, les gens sont pauvres, ils n'arrivent plus à dépenser de l'argent comme ils le faisaient avant, ou pour s'habiller ou pour se nourrir. Mais comment on fait? Comment on fait? On baisse les charges des entreprises,
on baissait les charges, c'est-à-dire on baisse les impôts, on baisse les charges sociales, le RSI, la cotisation sociale des commerçants et des artisans, qui les ruine. C'est une horreur chaque trimestre quand ils voient arriver la feuille à payer. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire comme dans les autres pays d'Europe où l'économie se rééquilibre. Eh bien, ils ont commencé par permettre à ces petits commerçants aujourd'hui qui sont victimes d'une concurrence déloyale des auto-entrepreneurs, qui eux ne paient pratiquement rien et déclarent que ce qu'ils veulent. Monsieur Baumann, oui, monsieur. Être un maire Front National, est-ce qu'à votre avis c'est un atout pour attirer le monde de l'entreprise à Marseille? Bien entendu, puisque, je voulais y venir, aujourd'hui, lorsque des touristes sortent de la gare Saint-Charles et qu'ils arrivent au boulevard d'Athènes ou sur la Canebière, le premier réflexe c'est de reprendre le terrain et de repartir. La même chose lorsqu'ils sortent du bateau, qu'ils arrivent par le tramway sur la Canebière, ils disent c'est ça Marseille, alors ils montent à Notre-Dame-de-la-Garde, au moins là-bas, il y a un peu d'air, il y a un peu de tranquillité. Sur l'emploi et le rôle du maire, Bruno Gilles, tout à l'heure, Madame Carlotti a dit, voilà, un maire, il doit être un peu l'ambassadeur de sa ville, le promoteur de sa ville. Oui, il y a deux choses sur lesquelles je voulais répondre, bien évidemment, à Madame Carlotti. Un, c'est sur le rôle du maire. Bon, écoutez, le rôle du maire, je crois que tout ce qui a été réalisé ces dernières années montre bien le rôle qu'a joué Jean-Claude Gaudin par rapport au rôle que nous montre aujourd'hui Patrick Menucci dans ce Marseille bashing où il n'arrête de critiquer. Mais je voudrais surtout revenir sur deux points qui peuvent être créateurs d'emplois et en tout cas de richesse et de bonne image de la ville de Marseille. Et on l'a abordé tout à l'heure, c'est la santé et l'université. Mais la santé, on a à Marseille le deuxième CHU de France avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Les investissements aujourd'hui n'arrivent pas depuis 2 ans de l'État. Si nous construisons et si nous allons inaugurer dans quelques semaines ou dans quelques mois avec Madame la ministre de la Santé le bâtiment médico-technique, c'est bien parce que le précédent gouvernement a investi. Si nous allons construire l'IHU du professeur Raoul, c'est-à-dire l'Institut hospitalo-universitaire qui va être le premier IHU de France, c'est grâce quand même au financement du dernier gouvernement. Et dans le domaine de la santé, quand il a fallu sauver les 500 emplois de la clinique privée Beauregard, c'est bien grâce à Jean-Claude Gaudin que cette clinique a été sauvée. Parce que le gouvernement n'a rien fait. Et nous avons été reçus d'ailleurs 2 fois par Madame Marisol Touraine. 2 fois, on a dit c'est une gestion de l'ARS. Elle pourra dire ce qu'elle veut. Je souris parce que mon fameux cabinet dont Monsieur Gilles parlait tout à l'heure, on s'est beaucoup impliqué et à la fois les salariés et les médecins de Bonneveine savent très bien. De Beauregard, pas Bonneveine. De Beauregard, pardon. Excusez-moi. Bonneveine, vous êtes beaucoup investi. Vous êtes un juge impartial, c'est formidable. Donc ils se sont, on s'est énormément impliqués. Concernant l'emploi, je voulais vous dire que moi je ne suis pas opposée au tourisme. Je ne suis pas opposée au tourisme. C'est pour ça que nous voulons développer dans le programme de Patrick Menucci tout un réseau pour avoir des petits hôtels accessibles, 2, 3 étoiles, pour faire en sorte qu'il y ait des circuits pour les amener, pour les sortir de ces bateaux, pour les sortir de ces quelques kilomètres autour du port, les amener sur des circuits dans Marseille, vers Aix. Et je voudrais aussi ne pas oublier le secteur culturel. C'est un vecteur économique extraordinaire, un vecteur de fierté pour Marseille, mais aussi un vecteur économique. Juste un mot. Attendez. Non, Thierry, juste une seconde, parce que là, Madame Pasquier doit répondre à une question qui est importante. C'est une réussite, même si elle n'a pas irrigué, même si ça n'a... C'est le passé. Allez, Madame Pasquier, comment faites-vous pour investir dans Marseille, relancer les établissements publics, relancer l'emploi à Marseille, alors que l'État a décidé de comprimer les dotations aux municipalités? Marseille est une ville pauvre. Où allez-vous trouver les financements nécessaires? C'est une vraie question et je pense que c'est une question qui doit nous inquiéter à tous, à nous 4. Effectivement, la compression des financements et des dotations aux communes. Je pense que la première chose que l'on doit faire, c'est un audit général des comptes de la dette et des biens immobiliers fonciers. Et puis, je crois qu'on a besoin de faire une véritable mise à plat de tous les contrats et délégations de services publics. Je pense notamment au parking.
Je sais que c'est un sujet sur lequel nous nous accrochons souvent avec M. Gilles, la question des parkings sur notre secteur, qui sont remplis qu'à 60% et qui sont un véritable coût pour la municipalité. Et donc voilà, c'est par exemple là que l'on peut faire des économies, mais si nous étions en responsabilité, une des premières choses que nous ferions aussi, c'est d'inciter le gouvernement à engager une véritable réforme, une grande réforme de la fiscalité des ménages, mais aussi fiscalité des collectivités locales. Monsieur Baumann, tout à l'heure, vous avez parlé de réduction d'impôts concernant les commerçants. Même question, où la ville de Marseille, qui déjà manque d'argent, va-t-elle trouver les financements nécessaires? Je vais vous citer André Bendano, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bouches-du-Rhône. Il dit « Les artisans et les TPE représentent 92% de l'activité économique de notre territoire. Nous souhaitons que ce prochain mandat municipal soit l'occasion de mettre en place une vraie stratégie municipale et non une politique de droite ou de gauche. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est simple, ce que propose le Front National. Ni droite ni gauche, Front National. Oui, non, mais sur le plan économique, ça ne me renseigne pas beaucoup. Alors, ici, 80, si vous écoutez, vous allez comprendre. 92% des artisans et des commerçants représentent le tissu économique de la région. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il faut... Donc il veut payer moins. Il faut qu'il paye moins. D'accord. Et qui paye alors? Non, mais qui paye pour financer les investissements publics? Savez-vous que dans notre secteur, 3e secteur de Marseille, c'est le secteur où les contribuables paient le plus d'impôts. Ils sont plus de 50%. Donc vous voulez les réduire, mais alors qui paye les investissements de la ville? Comment on fait, monsieur? Alors, bah oui. Oui, on demande à notre gouvernement, des socialistes actuellement, anciennement l'UMP, de réduire les charges sociales de ces PME, de ces commerçants, de ces artisans, qui à ce moment-là auront la possibilité d'embaucher, faire réduire le chômage et relancer l'économie. Alors, merci, pour leur permettre... Merci, M. Baumann. Merci bien. Pour les aider. Non, parce qu'il faut que je sorte. C'est pour ça. Je vais sortir. Merci, Olivier. C'est pas vous qui me virez, mais c'est lui qui me vire, parce qu'il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci beaucoup. En attendant que Jean-Laurent Bernard nous rejoigne sur ce plateau, j'ai une question, oui, non, les taux, parce qu'on sait que vous avez la possibilité, si vous êtes élu maire de Marseille, de jouer sur les taux qui, mécaniquement, augmentent les taxes foncières d'habitation et foncières. Est-ce que vous allez y toucher ou pas? Marlette Carlotti, oui, non? On n'augmentera pas la taxe, c'est trop lourd aujourd'hui. De 2008 à 2012, l'augmentation à Marseille a été de plus de 30%. C'est la majorité énorme par rapport aux grandes villes. Monsieur Baumann, énorme. Oui, non? Augmentation d'impôts ou pas? Non. Non, mais il n'y a personne qui dira oui de toute façon. Madame Pasquier. Non, je suis pour une grande réforme de la fiscalité. Ok. Bruno Gilles. Écoutez, après 60 milliards d'impôts supplémentaires du gouvernement de Madame Carlotti, je ne peux faire que comme tout le monde en disant que nous allons... 2% chaque année, oui, d'augmentation. Mais là, sur 2 ans... impôts nouveaux, sur 2 ans, ils ont les records. Je vais laisser répondre, Madame la C'est un ministre. grand modèle, là. 60 milliards d'impôts supplémentaires, 22% d'impôts supplémentaires en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je crois, ça vous fait presque la liaison, justement. Très bien. Mais nous aussi, nous souhaitons geler la part ville de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Nous allons l'évoquer immédiatement, effectivement. Nous allons parler de sécurité et d'abord de propreté avec Jean-Laurent Bernard. Juste une petite indication, Jean-Laurent. Monsieur Baumann a beaucoup d'avance. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la cuisine interne, mais c'est important que vous soyez informés. Bruno Gilles, vous êtes maire sortant. Est-ce que votre secteur, les 4e et 5e arrondissements, sont propres? Écoutez, Monsieur Jean-Laurent Bernard, d'abord, je vous remercie de rappeler que je suis maire et non pas vice-président de la communauté urbaine, comme Madame la ministre le rappelle régulièrement lors de ses visites de quartier, en racontant à tout le monde que si les rues des 4e et 5e arrondissements sont sales, il y a même une interview de vous sur le 18-18 où je reprends textuellement. Est-ce que Bruno Gilles ne voit pas dans toutes ses visites de quartier que les rues sont sales alors qu'il est vice-président de la communauté urbaine? 1, je ne suis pas vice-président de la communauté urbaine. Et 2, bien évidemment, la saleté de nos rues incombe parfaitement à l'ami socialiste de Madame Carlotti, le président de la communauté urbaine, M. Jean Caselli. Vous vous souvenez sans doute, c'est celui qui, il y a à peine quelques mois, disait que Patrick Menouchi ne serait jamais maire de Marseille. On va y venir. Donc c'est une compétence La question était, un échec. Bruno Gilles, est-ce que c'est sale? C'est très sale. Très bien, et stop. j'accuse fortement
fortement la communauté urbaine d'avoir laissé ce secteur municipal à l'abandon. Vous arpentez le secteur que vous connaissez sale. C'est sale. C'est très sale. Monsieur Baumann, propre ou sale? Alors, Madame la sénatrice, propre ou sale? C'est plutôt sale, oui. Bon, tout le monde aime caser. On ne parle pas de propos, c'est parfait, de saleté. C'est parfait, tout va bien. Voilà, on parle de saleté. Voilà. Par contre, Les remèdes, allez-y. Alors, Monsieur Bruno Gilles, lui, il n'est responsable de rien. Non, mais vous l'avez dit que Il j'étais est élu vice-président, depuis reconnaissez. 20 ans à la mairie de Marseille, mais C'est il pas n'est 20 ans que c'est responsable sale. de rien. Bon, Alors, entrons, je ne comprends soyons pas concrets. Pourquoi, oui, mais concrètement, pourquoi le maire de secteur n'agit pas? Il est membre de la communauté urbaine. C'est une Pas vice-président, gouvernance. donc. Reconnaissez, ce sont pas vos amis. vice-président. Mais reconnaissez-le, Une ça va pas gouvernance vous écorcher la partagée. gorge. Une gouvernance Oui. partagée. Non, je veux plus de gouvernance partagée. Vous voyez ce qui se Nous passe? non plus. Voilà. Donc, on l'aura plus. Parce que nous allons gagner Quoi les qu'il élections. On ne peut pas faire ça. Il est là et il dit c'est sale, mais je n'y peux rien. C'est la faute aux amis de Madame Carlotti. Mais pourquoi vous vous présentez aux élections si vous ne pouvez jamais rien à rien? Donc oui, il faut qu'on prenne les choses en main. Ça sera fini. Qui prend les choses en main? Le maire ou le président de la communauté urbaine? Ça pour sera faire ça la future communauté urbaine, future métropole. Métropole. Enfin, si le maire ne joue pas de rôle là-dedans, alors c'est que ça serait vraiment plus bas que tout. Il y aura donc fin de fini-parti, clairement, précisément. Il y aura un meilleur encadrement, il y aura un pilote qui va surveiller. Je veux qu'on développe également le tri sélectif. Je veux qu'on avance sur les containers dans le centre-ville, donc les containers sous les trottoirs, etc. Je veux intérêt. Merci, monsieur. Je suis là pour vous aider aujourd'hui à fond. Et puis, nous ferons de l'autre côté, nous créerons un lieu de propreté dans chaque mairie d'arrondissement, parce que nous ferons dépendre les cantonniers par la mairie d'arrondissement, pour qu'il y ait cette proximité, pour qu'il y ait cette relation, et puis pour aussi... C'est le retour du balayeur qui est dans sa rue et qui la connaît, c'est ça? C'est le retour du balayeur qui est dans sa rue et qui la connaît, c'est le retour de la responsabilité des élus, pour pas qu'on se défile, pour qu'on dise c'est pas moi, c'est l'autre. Non, ça sera de la responsabilité du maire de secteur, donc ça sera de la mienne. Juste une question sur la fin du fini-parti. Comment on fait avec FO? Eh bien, enfin, on dit que c'est terminé. Et on va comme ça. Ah ben non, mais écoutez, ça c'est. Qu'ils vont accepter. Non, ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront n'accepteront pas. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à accepter qu'on en finisse? Oui, les Marseillais sont prêts. Voilà. Donc on le fera très vite. On discutera, mais on le fera et on prendra les responsabilités qu'il faut jusqu'au bout. On ne peut plus laisser la ville dans cet état. C'est pas possible. Monsieur Baumann, la propreté, que faites-vous demain? Mais écoutez, nous, on enlèvera aux entreprises privées l'enlèvement des ordures ménagères. On a vu ce que ça donne avec Guérini et compagnie. On fera des emplois directs et on aura donc la mainmise et le contrôle et on créera donc des emplois. Il créera des emplois et de cette façon, je suis persuadé qu'effectivement, on aura une ville enfin propre parce qu'il y aura des responsables du nettoiement. Madame Pasquet, que faites-vous là aussi très concrètement pour la propreté? Est-ce que c'est un problème de personnel? Est-ce que c'est un problème de gestion du personnel, c'est-à-dire d'être au plus près là où c'est nécessaire? Comment faites-vous? Alors écoutez, avant de revenir précisément sur la propreté, juste un petit retour en arrière sur l'emploi. Une chose très importante à mon avis et qui n'a pas été évoquée pendant le petit tour de table que nous avons fait tout à l'heure, c'est qu'il faut donner la priorité à l'embauche locale. Voilà, parce que ça c'est un point. On a vu des manifestations d'habitants de cités qui voyaient en bas de leur immeuble des chantiers qui en train de se dérouler et eux toujours en train de pointer au chômage. Ça c'est inacceptable. Concernant la propreté, je pense qu'effectivement il faut en finir avec le fini-parti, mais ça peut se faire uniquement en concertation avec les organisations syndicales. Mais aussi avec les habitants, parce qu'on a besoin de revoir l'organisation de la collecte des ordures ménagères. On a besoin aussi de faire une sorte d'éducation et de pédagogie. Vous pensez que ça va marcher? Je pense que c'est important que les habitants prennent conscience de la quantité de déchets que nous produisons. Et comment on peut la maîtriser? Ça passe par des sanctions?
Ça a été tenté, ça n'a pas marché. Ouais. Il y a eu les brigades. Ce qui n'a jamais été tenté, c'est de mettre toutes les organisations syndicales autour de la même table pour leur demander qu'est-ce que c'est pour eux le service public. Ce qui n'a jamais été tenté, c'est de les mettre aussi, comme me dit Mme Pasquier, avec les habitants, avec la population. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Bien sûr que si ça ne va pas, mais il faut une éducation d'abord. Et puis bien sûr, après, c'est des sanctions. Mais il faut vraiment qu'on pose cette question. La société, à Marseille, les gens sont prêts maintenant. L'incivisme, c'est fini pour les Marseillais. Ils n'en peuvent plus. Sauf que ça continue. Et donc, je vous renvoie, alors Bruno Gilles, ça tombe sur vous, mais c'est une question vraiment collective. Et vous allez me répondre. Et c'est quand même incroyable de voir que sur ce sujet de la propreté, on n'a pas réussi à en finir, et je ne parle pas du fini-parti, à en finir une bonne fois pour toutes et à faire que Marseille soit au niveau des grandes métropoles européennes. Tout simplement parce que l'effort n'a pas été fait. Monsieur Jean-Laurent Bernard, est-ce que vous seriez, excusez-moi, j'inverse les rôles, mais nos téléspectateurs sont intéressés par ça, les Marseillaises et les Marseillais qui nous écoutent. C'est la vie quotidienne. Est-ce que quelqu'un serait capable ici de citer le nom de l'élu en charge de la propreté dans la première communauté urbaine de France, c'est-à-dire la nôtre? Le Grand Paris, le Grand Lyon ne sont pas créés. Donc la première métropole en France aujourd'hui, c'est la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Est-ce que quelqu'un ici est capable de donner le nom de l'élu en charge de la propreté? J'ai envie de dire que Eugène Caselli est souvent intervenu sur ce sujet. Mais il doit y avoir un élu sur un sujet aussi important. Il y a même une commission qui a été mise en place, paritaire, gauche-droite, avec 2 et 2, et il n'y a pas de problème non plus. Il y a 4 mousquetaires. Laissez-moi répondre, Thierry Bézère, à ma propre question. Quand je pose cette question, bien évidemment, c'est parce qu'il n'y en a pas d'élus. Et il y a eu 4 mousquetaires, 2 de droite, 2 de gauche. Ils ont travaillé pendant 6 mois. On a pris le dossier, hop, on l'a mis sous la pile. Non, les conteneurs enterrés, ça vient de là. Il y en a eu beaucoup dans les 4e et 5e arrondissements. Est-ce que vous pouvez me citer un endroit où il y a un conteneur enterré dans les... Oui, je peux vous en citer un endroit et nous allons continuer à les faire. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes à la communauté urbaine. Vous êtes à la communauté urbaine. Vous êtes co-responsable de cette politique. Madame la ministre, arrêtez. Pas un conteneur semi-enterré dans les 4e et 5e arrondissements. Je reviens sur ce que j'ai dit. La communauté urbaine a mis au pain sec et à l'eau les 4e et 5e arrondissements pour des raisons politiques. Donc maintenant, il faut aller plus loin. Donc aller plus loin, c'est faire des propositions, c'est-à-dire faire tout ce qui n'a pas été fait pendant ces 6 ans. Nous, on ne va pas vous dire on va faire Marseille propre en 6 mois. Pourquoi il faut garder le parti fini? Fini-parti, pardon. Mais le fini-parti, c'est un faux débat. Il suffit mais de si, quand même. Mais non, pourquoi il faut garder le fini-parti? De FO. Mais c'est pas parce que c'est les copains de FO, mon Dieu. Parce que mettre fin au fini-parti, vous mettez fin au fini-parti, vous ne verrez aucun changement, puisqu'il ne touche que quelques centaines de personnes, en particulier la mine. Ce qu'il faut faire, c'est encadrer, c'est avoir des responsabilités, c'est être présent, c'est faire des réunions. En 6 ans, je n'ai eu aucune réunion sur la propreté. Aucune, alors que je les ai demandées. Moi, j'ai jamais fui mes responsabilités. Sauf qu'à partir de la prochaine fois, dès que notre ami Guy Dessier va être élu président de la communauté urbaine, nous allons reprendre effectivement en main, avec des responsabilités qui sont techniquement réalisables. Alors, est-ce que par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, est-ce que par exemple... Non, mais les cantonniers, ils peuvent pas... Dédier des personnels à une rue, à une avenue, est-ce que ce sont des choses qui peuvent être efficaces? Les Marseillais ont besoin de savoir comment concrètement on peut rendre cette ville propre. Jean-Laurent Bernard, c'est déjà ce qui se fait, sauf que toutes les semaines, avant, on faisait des réunions avec le service du nettoiement. Quand j'entends dire les cantonniers seront sous la responsabilité de la mairie de secteur, c'est juridiquement impossible. C'est du personnel de la communauté urbaine. Il faudrait changer la loi. La loi ne changera pas. Donc le cantonnier restera de toute façon sous la responsabilité de la communauté urbaine. Mais si vous faites comme on le faisait avant, c'est-à-dire les tournées de propreté quasiment tous les jours, avec des élus, avec des représentants des comités d'intérêt de quartier, avec la police municipale, avec les agents de maîtrise du nettoiement. On a réussi entre 2006 et 2007 à faire Marseille beaucoup plus propre. Les gens ne s'en souviennent plus tellement que c'est sale aujourd'hui. Mais on avait réussi, à la fin de la communauté urbaine précédente, avec Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier, à avoir des rues beaucoup plus propres. On ne voit plus d'arroseuses aujourd'hui. On ne voit plus de camions d'enlèvement d'encombrants. On ne voit plus de motocrottes. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est vous. Non, mais c'est très bien, vous allez commencer. Mais arrêtez de me dire, vous me prenez pour le président Caselli. Je vous prends pour un élu responsable. Je ne suis que l'humble maire de secteur des 4e et 5e arrondissements. C'est votre ami, M. Caselli, c'est pas le mien. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Tout à fait. C'est quelqu'un qui ne se défile pas sur les autres. C'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui n'est pas assis depuis 20 ans sur son fauteuil sans regarder ce qui se passe dans son quartier. Vous êtes l'homme de la proximité au quotidien, mais vous ne voyez pas ce que c'est que le quotidien de nos habitants du 4e et du 5e arrondissement. J'ai droit à un petit droit de parole. Ne venez pas
me donner des leçons de proximité. Vous qui ne faites régulièrement des apparitions depuis 1998 qu'à chaque campagne électorale, vous savez très bien, et ça vous gêne, et d'ailleurs vous le dites souvent que je suis un élu de proximité, parce que ce qui vous gêne, c'est que moi je suis dans la rue de mes quartiers, toute l'année, d'ailleurs. Où êtes-vous toute l'année, Madame Carlotti, vous pouvez rester toute l'année. Et les résultats électoraux des 23 et 30 mars vous le montreront. Vous poser à tous les quatre, de votre piédestal. On se doute bien qu'une organisation différente pour traiter de la propreté, et on reste sur les 4e et 5e arrondissements, imposera sans doute des choix financiers budgétaires. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent? Est-ce que c'est incontournable, à la fois pour les équipements dont vous parliez tout à l'heure, un conteneur à enterrer, ça coûte, qu'on le veuille ou non, mais également pour les personnels, est-ce qu'il faut renforcer? Comment fait-on? Qui commence? Madame Pasquet? Si vous voulez. Moi, je pense que les gens s'en moquent un peu de savoir si c'est la communauté urbaine ou si c'est la mairie. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des élus qui prennent leurs responsabilités et que les rues soient propres. Voilà. Et ça coûte? Et oui, ça coûte certainement. Les containers enterrés, ça coûte. Mais je pense aussi que si on réorganisait en concertation à la fois avec les salariés, mais aussi avec les habitants, on pourrait trouver un certain nombre de solutions. Voilà. Donc c'est déjà, on peut démarrer comme ça, et puis après, s'il faut mettre des moyens, mettons-les. Monsieur Baumann, est-ce que vous imaginez une politique répressive à l'égard de ceux qui salissent ou qui ne respectent pas les horaires de sortie des poubelles ou autres? Voilà. Moi, je dirais d'abord, la première des choses, c'est que Marseille, c'est une des villes où les impôts locaux sont les plus élevés, dont la taxe des ordures ménagères. Et quand on sait que les bénéficiaires de ces taxes d'enlèvement des ordures ménagères profitent à des entreprises privées qui ont des démêlés graves avec la justice, nous, on fera des économies là. Parce que nous, on arrêtera du jour au lendemain, enfin, on respectera les contrats, bien sûr, mais on arrêtera dès que possible les contrats avec ces entreprises privées pour embaucher, nous, notre personnel, qui sera payé. Et là, on fera des économies. Madame Carlotti, et on va changer de thème juste après, mais cette question, quand vous dites que les Marseillais sont prêts à effectivement changer les habitudes pour faire en sorte que leur ville soit plus propre. Je dirais aussi que, d'accord, bien entendu, je suis pour une pénalisation de ceux qui crachent les chewing par terre ou les papiers. Madame Carlotti, par terre. Merci, monsieur Ça, c'est clair. Quand Madame Carlotti, vous dites que les Marseillais sont prêts, est-ce qu'à votre avis, les Marseillais sont prêts à subir une grève? Parce qu'effectivement, on peut supposer que si vous décidez de mettre fin au fini-parti, FO sorte l'arme nucléaire, qui est la grève. Vous pensez que les Marseillais sont prêts à supporter ça? Sachant qu'ils deviennent très vite impatients. Quand je sais. Ça veut dire qu'on va laisser la situation pour pas contrarier le syndicat qui dirige la mairie de Marseille en tirant les ficelles par derrière les élus actuels. On va laisser les choses en l'état. On ne va rien faire. C'est pas possible. Donc, je vous le dis, on engagera tout le monde. On engagera la responsabilité de toute l'organisation de la ville, de l'ensemble des organisations syndicales, de l'ensemble des partenaires, des CIQ, des associations, pour que justement on établisse nous aussi un rapport de force. Voilà. On n'est pas sous la contrainte dans cette ville. Moi, je vais dans d'autres villes et c'est propre. On veut la même chose à Marseille. C'est pas dans l'atavisme du Méditerranéen, la saleté. Donc oui, on prendra nos responsabilités et on ira jusqu'au bout parce que là, c'est le bout du bout maintenant. Allez, dernière thématique, la sécurité. Pour les Marseillais, c'est la priorité. Bruno Gilles, pensez-vous, comme le maire de Marseille, que c'est de la responsabilité de l'État et que de l'État? Non, c'est les deux. C'est vrai que la sécurité des personnes et des biens, c'est un devoir régalien de l'État qui doit faire des efforts. Il n'en fait bien évidemment pas assez aujourd'hui, malgré les promesses électorales des élections présidentielles et législatives. Pendant ce temps, nous avons fait, beaucoup d'efforts. Rappelez-vous, en 1995, lorsque nous sommes élus la première fois dans cette mairie, il y a 70 policiers municipaux. Aujourd'hui, avec les 100 qui sont en formation et qui ont été présentés par le maire de Marseille, ça sera 450. Et notre objectif, en dessous de ville, c'est d'arriver à la population comme Aix-en-Provence. Tout à fait, M. Bézières, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et on a l'honnêteté, nous, d'afficher un objectif de 600, pas de doubler. Parce que chaque fois qu'on recrute 100 policiers municipaux, c'est 4 millions d'euros de nos impôts, plus le matériel. Donc à un moment, là aussi, il faut essayer de tenir un certain discours. Plus les caméras de vidéosurveillance. Nous avons un objectif d'arriver jusqu'à 1000. Là, c'est vraiment enclenché à la fin de l'année 2014, puis 2000, fin 2016. Là aussi, il faut donner les chiffres. Une caméra
de vidéoprotection avec son mât, c'est 20 000 €. On peut en promettre 10 000, mais il faut les payer. Embauche de policiers municipaux, oui. Nous sommes plus favorables à revenir à une police de proximité. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait 400 policiers nationaux supplémentaires. D'accord. Et concernant la police municipale, je crois qu'on a besoin de déployer véritablement la police municipale sur l'ensemble de Marseille, au plus près des quartiers, au plus près des citoyens, en créant des maisons de citoyens. Des maisons de la prévention aussi, mais c'est pas un peu gadget ça, non? Si on écoute les Marseillais, la demande est aussi d'avoir une présence physique effective au plus près, au quotidien. Et je pense que la maison de la prévention et des citoyens, avec des personnels policiers nationaux, policiers municipaux formés, qui travaillent, y compris en lien avec la police nationale, avec les commissariats, ça peut avoir une efficacité et permettre une vie sociale plus... Madame Carlotti, là où on finit par s'y perdre un peu, est-ce que vous, dans votre organisation, si vous êtes maire demain, vous avez une répartition très précise entre police municipale et police nationale? On a toujours l'impression que la police municipale est supplétif pour venir. Voilà. Ce sont deux fonctions différentes. Je crois qu'au niveau de la police nationale... Vous ne faites pas de mélange des genres? C'est complémentaire. Chacun a son travail. La police nationale, Nicolas Sarkozy a supprimé 400 policiers nationaux à Marseille. Manuel Valls a rétabli un préfet de police. Il a réajouté énormément d'effectifs. On est presque arrivé à combler le retard. Donc on a vraiment eu une volonté importante. Et c'est très important, bien sûr, d'avoir une police nationale. La police municipale, elle est plus dans la proximité, elle est plus dans l'accompagnement des gens. Est-ce qu'elle s'occupe de ma sécurité quand je me promène dans les 4e et 5e? Oui, parce qu'elle est présente, parce qu'elle a un uniforme, parce qu'elle est formée, parce qu'elle a un début d'armement, parce que alors après on peut en discuter. Nous voulons également, mettre un bureau municipal, un commissariat municipal dans chaque arrondissement, comme pour le cantonnement tout à l'heure. C'est la même chose. Nous voulons, dans chaque secteur, il y a un lieu avec un commissariat de police municipale. Pareil, pour accentuer la proximité, pour faire en sorte que les gens puissent directement aller se plaindre, voir ce qui ne va pas. Nous voulons évidemment renforcer tout ce qui est caméra vidéosurveillance, notamment aux abords des endroits les plus complexes, les plus difficiles, les écoles, dans les trams, ça a commencé, dans les métros, ça a commencé, nous voudrions aller plus loin. Voilà, renforcer la sécurité tout en préservant, bien entendu, l'intégrité. Avec une police municipale qui, éventuellement, travaillerait la nuit? Plus tard, pas 24 heures sur 24, mais nous avons proposé effectivement de la faire travailler jusqu'à 22, 23 heures. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure, il faut donc qu'elle soit armée pour se protéger elle-même. Donc ça veut dire une formation, un accompagnement très précis. Et nous voulons effectivement... Non létal? Flashball? Pas flashball, actuellement, pardon, oui. Flashball, je crois qu'ils sont déjà armés. Ils ont déjà ça au niveau flashball. Ça veut dire derrière qu'il faut une arme un peu plus... une vraie arme. Une arme létale, c'est ce qu'on propose nous aussi avec une police qui travaillerait 24 heures sur 24 avec des armes. Et donc, pour nous, c'est vraiment... Alors, on dit comment on va... Je voudrais reprendre aussi ce qui a été dit tout à l'heure, le déployer sur tous les quartiers. Aujourd'hui, on a bien vu que la police municipale, d'abord, elle était un effectif trop restreint. On compare par rapport à Nice. Nice, c'est 1000. Nous, on est vraiment très, très en retard. Et en plus, elle se promène uniquement dans l'hypercentre. Et nous en avons besoin dans nos quartiers. On a besoin de présence dans les quartiers. Jean-Pierre Baumann. Moi, je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut s'occuper de l'insécurité. On a été les premiers à la dénoncer. On a été insultés, prétextant qu'on exploitait la fracture de la vie sociale de la ville. Or, aujourd'hui, c'est très bien, messieurs, dames, on est dans le bon sens. Alors, les solutions que l'on préconise, la plupart de celles qui sont annoncées ici, je les approuve. Seulement, on sait qu'ils n'ont jamais rien fait, il n'y a que nous qui le ferons. Alors, entre autres, on veut aussi sécuriser les transports en commun.
Parce que si les transports en commun étaient sécurisés, eh bien effectivement, il y aurait plus de personnes qui les prendraient et moins de personnes qui prendraient la voiture. Monsieur Baumann, on a un impératif horaire, c'est midi, on a déjà dépassé, c'est l'heure du flash et on reprend sur cette thématique juste après le flash info. À tout de suite. Se poursuit avec un débat aujourd'hui organisé sur le troisième secteur, le swing secteur, le secteur clé de l'élection municipale à Marseille, les 4e et 5e arrondissements de la cité phocéenne. Nous étions avec vous, Monsieur Baumann. Monsieur Ravi a décliné un point, enfin plutôt un programme en 22 points sur la sécurité. C'est vraiment votre fonds de commerce, hein. C'est la priorité du candidat. Hein. Plus que l'économie, plus que l'emploi, plus que la fiscalité, plus que... C'est un des points essentiels, ce n'est pas le point essentiel. Tout est essentiel dans une ville comme Marseille. Il est évident que la première des libertés, c'est la sécurité, c'est clair. Donc la sécurité, effectivement, nous sommes pour développer la police municipale, la former et l'armée. Quand je dis la développer... Oui, vous êtes à 1000, hein, 1000 d'ici 2020, hein, multiplié par 3. C'est ça, multiplié par 3, exactement. 3000 caméras de vidéosurveillance et effectivement armer cette police municipale avec pas des flashballs, dit M. Rabi. Donc ça veut dire très clairement... Et sécuriser également le transport en commun. Voilà. Jean-Laurent. Alors, Isabelle Pasquet, c'est vrai que les Marseillais, comme dans d'autres villes, mais restons à Marseille et restons dans le troisième secteur, demandent à voir la police, qu'elle soit nationale ou municipale. Est-ce que vous avez une idée de la façon de vous y prendre, d'organiser, pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire la police municipale, pour qu'on la voie ? C'est ce que je proposais tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin d'avoir une police de proximité, mais avec une police municipale véritablement déployée, au-delà même des secteurs ou des arrondissements, mais vraiment dans les quartiers, avec les maisons de la prévention et des citoyens, avec des policiers formés qui soient en capacité, qui soient armés. Ça, c'est quelque chose qui est discutable de mon point de vue, mais qui soient surtout armés par une formation qui puisse les mettre en capacité de faire de la prévention et de la pédagogie, de la citoyenneté et avec le développement du service public. Mais je crois qu'une des réponses aussi à l'insécurité, et c'était le premier sujet de notre débat actuel, c'est la question de l'emploi. Oui. Et notamment l'emploi des jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la présence serait de nature à éloigner un petit peu ce sentiment d'insécurité qui revient dans toutes les enquêtes ? En tout cas, c'est ce que réclament les Marseillais. Oui, voilà. Une fois que... Est-ce que c'est la bonne réponse ? C'est une des réponses. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut la présence. La présence. Je pense qu'on a besoin de la présence de personnel formé, voilà, qui joue un véritable rôle pour l'éducation et la citoyenneté dans notre ville. En termes de déploiement, est-ce qu'il y a des priorités à donner aux quartiers qui sont peut-être plus touchés par la violence ? Et évidemment, on pense au quartier nord. Et cette espèce de fracture, de espèce de fossé qui est en train de se creuser entre d'un côté le nord de la ville et le sud de la cité phocéenne. Marie-Arlette Carlotti. Nous, en termes de déploiement policiers municipaux, oui. On mettra un commissariat municipal, permettez-moi de l'appeler comme ça pour que les choses soient plus claires, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme, dans chaque secteur, pour que justement il y ait un lieu, qu'on puisse franchir la porte, pour qu'on connaisse les personnes. Un peu la même chose, je vous le disais, que pour le cantonnement. Parce qu'il faut vraiment couvrir l'ensemble de la ville. Et puis deuxièmement... Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers au nord qu'au sud ? Voilà la question. Bon, les affectations se feront, mais il y a aussi la police nationale. Au nord... Vous dites au nord de Marseille, il y a le rôle de la police nationale avec des opérations particulières qui sont menées contre les trafics de stupéfiants pour démanteler les réseaux. Il y a aussi deux formes d'insécurité. Il y a celle-là dont je viens de parler, celle qu'il y a derrière laquelle il y a les réseaux mafieux. Ça, c'est la police nationale qui le fait. Et puis, il y a l'arrachage de colliers, la difficulté dans les rues, on vous pique un portable. Et c'est souvent cette délinquance-là qui est dans nos quartiers. On vient se servir un peu dans nos quartiers. Excusez-moi l'expression, parce qu'il y a des gens qui sont des couches moyennes, il y a une grande mixité sociale, et on vient se servir, entre guillemets, dans le 4e et 5e. Monsieur Baumann l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez possible, réaliste,
de mettre plus de policiers municipaux dans les transports en commun, qu'ils soient présents, qu'on les voit, surtout à certaines heures, surtout sur certaines lignes. Il y a déjà une surveillance. Oui, mais visiblement, c'est pas mais suffisant. visiblement, c'est malgré la vidéo, projet, malgré un certain nombre de choses. Bien sûr, mais donc dans notre projet, évidemment, c'est d'étendre et de continuer à travailler avec la RTM pour voir comment étendre la surveillance sur les transports en commun. On a en tête des histoires terribles d'une jeune fille brûlée dans le bus. Enfin, on sait bien qu'on a ça. C'est vraiment dans notre histoire marseillaise. Donc, on a besoin de travailler là-dessus. Moi, j'ai beaucoup hésité sur les caméras vidéosurveillance pendant longtemps. Mais je me dis qu'il y a des endroits, notamment devant les établissements scolaires. Ça existe dans beaucoup d'établissements scolaires déjà. Mais le généraliser dans des endroits particulièrement sensibles, devant les clubs de troisième âge, c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire, ne serait-ce que pour rassurer les gens. Il faut qu'ils sortent, il faut que Marseille vive, il faut que les gens finalement vivent heureux dans notre ville. Pour quand même rassurer une grosse partie de notre population, les premières 100 caméras qui sont en train, d'ailleurs pour certaines déjà de fonctionner, le choix a été fait avec la police nationale et bien évidemment avec l'adjointe au maire Caroline Posmentier, mais il a été fait justement sur les établissements scolaires, sur les endroits où il y a beaucoup de commerce, les grands axes, les zones commerçantes. Et la deuxième zone, la deuxième série, je dirais, celle qui s'étalera sur 2016, permettra de couvrir beaucoup plus le maillage des 4 Vous êtes d'accord que les caméras, c'est a posteriori, hein? C'est a posteriori, non. Je ne la vois pas dans la rue en termes de... Ça a deux impacts. Vous savez, ça a deux impacts. Les caméras de vidéosurveillance, je pense qu'elles ont d'abord un impact de prévention, c'est-à-dire que certains délinquants regardent les endroits où il y a des caméras et surtout, ça permet effectivement, après, de pouvoir régler les enquêtes. Ça permet à la police judiciaire... Smartphone. Alors, ça, non. C'est proposé par... C'est dans le programme du c'est proposé. Je rajoute que sur les mâts de caméra... c'est pas gadget, ça. Sur les mâts de caméras de vidéosurveillance, nous avons aussi dans notre projet un bouton d'alerte qui permettra d'alerter immédiatement le central de la police municipale et qui rendra cette caméra immédiatement en instantané, en direct sur l'écran du CESU. Donc ça, c'est pas un gadget, c'est véritablement, je suis dans un quartier où il y a un mât de vidéosurveillance, avec un bouton, j'appuie dessus, ça déclenche une alarme bien évidemment au PC. J'évoquais la fracture nord-sud. Oui, faire travailler la police municipale plus tard le soir pour être énormément disponible auprès des gens. Quoi. Sur la fracture nord-sud, sur une ville coupée en deux et sur l'urgence d'une situation qui pourrait être explosive. Est-ce que vous ressentez la ville comme ça, vous, coupée en deux ou pas, Bruno Gilles? Écoutez, d'abord, pour répondre à la question, effectivement, c'est plus quand même à la police nationale de s'occuper des quartiers nord. Mais pas qu'en termes de sécurité, Bruno Gilles. C'est quand même un des problèmes les plus importants. Après, cette fracture... En équipement sportif, culturel, etc. Écoutez, Monsieur Bézère, là aussi, moi je veux bien qu'on porte avec Jean-Claude Gaudin le poids de l'histoire pendant ces 20 dernières années. Mais quand même, là aussi, ces quartiers sont gérés depuis la Libération par des élus du Parti Socialiste. Non, mais... Les maires de secteur ont un pouvoir limité, c'est pas vous. Oui, mais alors les maires de secteur, ils servent à rien. Les députés de ces quartiers, ils servent à rien. Les conseillers généraux, ils servent à rien. Madame Carlotti, d'un mot, et après Madame Carlotti. Mais bien évidemment. Mais regardez aussi tout ce que la municipalité de Jean-Claude Gaudin a fait là-bas. Les zones franches, 2 fois. L'aménagement de l'Estac. Des équipements publics qui étaient en état catastrophique et que nous avons quand même... Vous êtes en train de prendre beaucoup d'avance. Donc je ne peux plus parler de la fracture. Si, non, vous avez développé. La conclusion. Voilà, donc Madame Carlotti. La responsabilité du maire Jean-Claude Gaudin et de Monsieur Gilles qui sont là depuis 20 ans, c'est la responsabilité encore d'autres personnes, n'est-ce pas? Non, je rappelle il y a véritablement, et c'est extrêmement grave, il y a vraiment une fracture dans Marseille. À la limite, la déchirure de Marseille, elle est bien sûr nord-sud, mais elle est bien plus importante que ça. Dans nos quartiers, il y a des poches de pauvreté extrême. Ceci dit, les quartiers nord ont été vraiment laissés à l'abandon. Parce que c'est un choix politique qui a eu lieu dans cette ville, de faire un choix pour les quartiers sud et pas pour les quartiers nord. On ne peut pas garder notre ville comme ça. Et même quand on sonde les gens du 4e et du 5e arrondissement, ils ne veulent pas ce Marseille coupé en deux. Ils veulent cette unité de la ville, cette ville qui s'est fédérée avec des gens qui viennent de tous les côtés, des 4 coins du monde. On a besoin de donner de l'espoir à ces jeunes. Vous vous rendez compte des jeunes qui sont dans la désespérance, de montrer que dans ces quartiers, il y en a qui réussissent. Et ce n'est pas les dealers qui réussissent, c'est ceux qui ont un diplôme ou qui ont un petit job ou qui font du service civique. On a besoin de ça. Donc, Jean-Pierre Baumann, Nord-Sud. Nord-Sud. Eh bien, effectivement, en ce qui concerne le 4-5, on constate que l'âge des habitants est en train de vieillir au motif tout simplement que les jeunes se sentent mal dans le quartier et
lorsqu'ils atteignent la majorité, se marient et quittent le quartier. Et je dirais, c'est ce qui s'est passé dans les quartiers nord. Puisqu'on parle nord-sud, les quartiers nord ont précédé ce qui est en train de se passer dans notre secteur. Alors les Marseillais, s'ils veulent que ça change, mais il n'y a que nous qui proposons de donner de bonnes solutions. Nord-sud toujours, qu'est-ce qu'on fait pour le nord? Moi, je reviens toujours, peut-être vous allez prendre ça pour une idée fixe, mais la maison des citoyens, elle doit permettre aussi d'assurer, outre la présence physique dans les quartiers, mais aussi de permettre une vie associative construite avec les habitants de ces quartiers. Voilà. Monsieur Gilles? Toujours sans facture nord-sud ou un petit mot de conclusion? Un petit mot de conclusion, allez-y. Vous avez un petit peu de retard, donc voilà, un petit mot de conclusion et on va finir avec vous. Non, voilà, ce débat était intéressant et a vu véritablement, sans jeu de mots, une vraie fracture entre ce que propose la candidate socialiste avec Patrick Mennucci et ce que nous proposons, nous, avec Jean-Claude Gaudin. Nous avons, en 20 ans, fait largement évoluer ces 4e et 5e arrondissements, en termes en particulier d'équipements publics. Nous sommes, pour la plupart, candidats socialistes parce que nous habitons, nous aimons nos quartiers, et j'ai quand même le droit de le dire aussi. Conclusion. Je crois que bientôt, c'est le grand rendez-vous de cette ville. Marseille a besoin d'un énorme rebond. Marseille ne peut pas rester dans cette situation. Elle doit être gagnante dans la compétition mondiale. Et ce rebond, il passe par le quartier dans lequel je me présente, le 4e et le 5e arrondissement. Les Marseillais de ce quartier aussi veulent un rebond pour tout Marseille. Ils veulent vivre heureux.